Ce soir, nous accueillons Marc Denain. Il va nous parler de la maladie d'Alzheimer. 800 000 personnes touchées en France. Donc, je comprends qu'il y ait du monde dans la salle. Marc Denain est directeur de recherche. Il travaille dans un laboratoire commun entre le CEA et le CNRS à Fontenay-aux-Roses. Et donc, le CEA travaille aussi sur ces maladies et notamment cette maladie d'Alzheimer. Voilà, j'en dis pas plus. Je lui laisse la parole. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez avec le micro ? Ça va ? D'accord. Je vous remercie d'être venu. En fait, ce que je vais essayer de vous faire, c'est de vous faire une présentation assez générale sur la maladie d'Alzheimer et puis essayer de vous expliquer quelles sont les démarches en fait, pour essayer de trouver un médicament qui sera peut-être un jour efficace contre cette maladie. Et puis à travers cette démarche, je vais vous amener vers des descriptions de quelques médicaments et de comment en fait, on peut raisonner en fait, autour de ces médicaments qui serviront à traiter la maladie d'Alzheimer. Donc la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui a été découverte avec des guillemets par Alois Alzheimer. Donc Alois Alzheimer, c'est ce personnage qui se trouve ici. Donc c'était un psychiatre allemand du début du siècle 1900, enfin du siècle dernier. Et donc en fait, l'histoire d'Alois Alzheimer, donc ici c'est le plan de ma présentation. L'histoire d'Alois Alzheimer a commencé avec cette personne, donc, qui était une dame, elle s'appelait Auguste, mais en Allemagne, Auguste est un prénom féminin. Auguste Deter, qui s'est présenté en fait, dans l'hôpital qu'il gérait. Et donc en fait, on a encore le texte de la description de la pathologie de cette personne. Et en fait, c'est très intéressant de revenir au texte historique pour voir en fait, ce qu'il disait de cette personne-là. Donc en fait, c'est une personne qui était relativement jeune, elle avait 51 ans. Et en fait, donc, ses premiers symptômes, c'était des idées de jalousie envers son mari. Donc elle pensait que son mari avait des affaires avec des personnes extérieures, on va dire. Et ces troubles ont commencé à s'empirer. À un moment, elle a commencé à plus trop savoir s'orienter, elle essayait de traîner les choses et elle les cachait. Et finalement, elle croyait qu'on voulait la tuer, elle pensait même que c'était son mari qui voulait la tuer. Et donc elle a commencé à pousser des cris de façon irrationnelle. Avec ces cris irrationnels, elle présentait des signes de désorientation spatio-temporelle. Donc elle ne savait plus très bien où elle en était dans l'espace, elle commençait à se perdre. Et finalement, quand elle était à l'hôpital avec le médecin, donc avec Alois Alzheimer, elle le saluait comme si c'était un nouveau visiteur, alors qu'elle le voyait tous les jours. Elle s'excusait de ne pas avoir fini son ménage, donc elle était dans sa chambre d'hôpital, elle n'avait pas fait son ménage, et elle se remettait en fait à crier parce qu'il y avait des choses qui l'angoissaient. Et finalement, elle était dans un état où elle ne comprenait plus tellement la situation, et donc son état s'est empiré. Et en fait, on voit bien dans cette description, dans cette toute première description, les signes de la maladie d'Alzheimer, qui sont vraiment les signes qui sont très clairs quand on connaît quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, c'est exactement ça. Donc cette personne a été admise en 1901, donc à l'âge de 51 ans, et en fait, ce qui est marquant, c'est que Alois Alzheimer s'est dit qu'il y avait quelque chose de pas tout à fait normal avec cette personne, enfin qu'il devait y avoir une maladie, parce qu'en fait, avant, on disait les troubles de mémoire liés à l'âge, c'était considéré comme normal, c'est l'âge. Mais lui, en fait, il s'est dit, cette personne est jeune, et donc, en fait, il doit y avoir une maladie derrière. Et c'est pour ça, en fait, qu'il a commencé à l'étudier avec beaucoup plus de précision et qu'il n'a pas laissé passer, je dirais, le cas. Donc, cette personne donc, a une possibilité de s'autogérer. Donc, les troubles de mémoire et la démence, donc, c'est ce que je vous ai décrit. Donc, des pertes de mémoire, des orientations, des troubles de la lecture, de l'écriture, des hallucinations, perte progressive des fonctions cognitives supérieures. Et cette personne, en fait, est morte 4 ans après avoir été admise à l'hôpital. Donc elle est morte relativement rapidement. À cette époque, en fait, c'est pour vous dire qu'il y avait une conjonction de faits historiques. Il y avait l'école allemande de neuropathologie, qui était une école très forte, qui était en train de découvrir des nouvelles méthodes pour colorer
les cerveaux d'individus humains. Donc en fait, quand une personne décédait, on prenait le cerveau de cette personne, on pouvait le trancher et en fait on pouvait colorer des éléments à l'intérieur de ce cerveau. Et donc en fait, le coup de génie de Alois Alzheimer, ça a été de colorer en fait les cerveaux de cette personne, et il a dessiné des lésions qu'il voyait dans son cerveau. Donc ça, ce sont les dessins originaux d'Alois Alzheimer. Je vais revenir tout à l'heure sur ces lésions, mais ce sont les dégénérescences neurofibrillaires. Ici, ce n'est pas des dessins d'Alois Alzheimer, mais ce sont les autres lésions de la maladie d'Alzheimer qui s'appellent les plaques amyloïdes. Aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer, c'est 850 000 cas en France. Au niveau mondial, c'est 30 millions d'individus. Alors, pour avoir une idée de ce que représentent 30 millions d'individus, c'est la population d'Australie entièrement. Donc, vous imaginez le globe terrestre sans l'Australie, c'est les personnes qui ont l'Alzheimer en France. Pardon, dans le monde. La maladie d'Alzheimer, une fois qu'il y a un diagnostic clinique qui est posé, donc c'est une maladie qui a une évolution qui est relativement lente. Lente, ça veut dire 10 ans. Donc ça veut dire qu'en fait, si vous regardez ce graphe, ici vous avez le nombre d'années à partir du moment où il y a eu un diagnostic. Ici vous avez un score qui représente le niveau cognitif d'un individu. Donc plus le score est élevé, plus l'individu a un score cognitif élevé et proche de la normale. Et vous voyez qu'en fait, au cours du temps, le niveau cognitif va baisser de façon progressive. En général, les troubles comportementaux sévères avec perte d'indépendance commencent aux alentours de 3-4 ans après le diagnostic. Et en général, les personnes décèdent au bout d'une dizaine d'années après le début de la maladie. Cette figure est beaucoup plus, je dirais, conceptuellement intéressante. C'est une étude qui a été réalisée dans la région de Bordeaux, donc en France. Et en fait, ce qu'ont fait les personnes qui ont mené cette étude, c'est qu'ils ont pris des individus sur les listes électorales, et en fait, ils ont été les interroger, ils leur ont fait faire des tests de mémoire tout au long de leur vie. Et donc, statistiquement, on sait que si on prend des gens sur des listes électorales, ils vont, à un moment, parmi ces personnes-là, il va y avoir des personnes qui vont déclencher la maladie d'Alzheimer. Ce qu'ils ont montré, c'est qu'en fait, les personnes qui déclenchent la maladie d'Alzheimer à un temps donné, donc ici c'est le stade 0, donc le début de la démence, donc c'est un diagnostic clinique de démence, où vraiment les personnes vont chez le médecin et on leur dit « Monsieur, madame, vous avez une démence ». Si on revient en arrière sur leur capacité cognitive, on se rend compte que finalement, pour un individu donné, les capacités cognitives ont commencé à se dégrader 12 ans avant le début de la démence. Ça veut dire qu'en fait, la maladie commence au moins 12 ans avant le diagnostic réel de la pathologie. Alors pourquoi est-ce qu'en fait on ne fait pas un diagnostic à ce moment-là, 12 ans avant? C'est parce qu'en fait, on a tous des capacités cognitives plus ou moins différentes. Et en fait, une personne qui a un niveau cognitif donné, en général, quand on perd un petit peu son niveau cognitif, ça ne se voit pas dans la vie de tous les jours. En plus, en général, on met en place des stratégies pour le cacher. Mais l'idée, et vous allez voir, c'est très important pour la suite, c'est qu'en fait, c'est une maladie qui commence 12 ans, au moins 12 ans avant vraiment le diagnostic. Quels sont les facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer? Alors, j'y reviendrai un petit peu par la suite, mais c'est déjà pour poser les choses et vous donner un peu une idée des facteurs de risque principaux. Le facteur de risque principal de la maladie d'Alzheimer, c'est l'âge. Donc en fait, pour avoir une vision un peu globale de ce que ça représente, c'est 1% des personnes qui ont entre 65 et 69 ans, 70 ans, et ensuite on double le risque d'avoir la maladie d'Alzheimer tous les 5 ans. Donc entre 70 et 74 ans, c'est 2%, 4 ou 5% entre 75 et 79, et puis ensuite en augmentant comme ça, en doublant tous les 5 ans, on arrive à 30% de la population âgée de 90 ans qui a l'Alzheimer, et au-dessus de 95 ans, c'est un individu sur deux qui a les signes de la maladie d'Alzheimer. Ça, ce sont les signes si vous prenez en compte l'âge de démence. Mais je vous ai dit que ça commençait au moins 10 ans avant. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est 1% des personnes qui ont c'est probablement 1% des personnes qui ont entre
55 et 60 ans en fait. Donc voilà, vous voyez l'importance de la pathologie. Alors cette maladie Alzheimer, c'est une maladie qui touche le cerveau. Alors le cerveau humain, bon, évidemment c'est cet organe qu'on trouve dans la boîte crânienne, qui est constitué de multiples cellules, dont des neurones, donc on voit ici. Donc ce sont des cellules qui communiquent entre elles. Il y a des points de communication qu'on appelle les synapses, et en fait il y a des réseaux de neurones qui existent dans le cerveau, qui permettent en fait aux informations d'être véhiculées d'une cellule à l'autre et d'être processées et d'être intégrées. Et c'est cette intégration qui est extrêmement complexe, qui permet d'avoir des capacités de cognition, qui permet d'avoir des capacités de se repérer dans l'espace, etc. Donc tout ce qui est perdu dans la maladie d'Alzheimer. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un individu qui a la maladie d'Alzheimer? Donc on va commencer par ce qui se passe au niveau macroscopique, donc ce qui se passe en gros, on va dire. Puis ensuite, on va descendre au niveau de l'échelle des cellules et des lésions de la maladie d'Alzheimer. Alors ce que vous allez voir, c'est l'évolution du cerveau d'un individu qui a la maladie d'Alzheimer pendant 10 ans. Alors ce que vous voyez ici, c'est une image par résonance magnétique nucléaire, donc une image du cerveau. Ce que vous voyez ici, c'est une toute petite partie du cerveau qui se trouve, donc c'est ce qu'on appelle le lobe temporal, donc ça se trouve ici, donc sur le côté du cerveau, à droite ou à gauche, donc c'est de chaque côté. Et en fait, vous avez ici un organe qui s'appelle l'hippocampe, donc qui est une sous-partie du lobe temporal, et c'est à ce niveau-là du cerveau que commence la maladie d'Alzheimer. Et donc ce que vous avez en noir ici, c'est du liquide qui se trouve à l'extérieur du cerveau, donc notre cerveau baigne dans du liquide, donc ça c'est tout à fait normal. Et donc ce que vous avez en gris, c'est vraiment le cerveau, donc la substance grise et la substance blanche, donc qui constitue le cerveau. Et ce que vous allez voir sur les images qui suivent, donc c'est l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Donc vous allez voir que cette structure, donc l'hippocampe, va commencer à s'atrophier, donc devenir de plus en plus petite, et cette poche de liquide va commencer à grossir, pour compenser en fait le vide laissé par la perte de l'hippocampe. Donc vous avez ici donc 10 ans de progression, donc vous voyez en fait cette structure qui devient de plus en plus petite et qui disparaît quasiment totalement. Donc en fait, cette structure qui est une structure qui est majeure pour la reconnaissance spatiale, pour la mémoire, s'atrophie, donc on comprend pourquoi les individus qui ont la maladie ont des troubles de mémoire et des troubles de repérage dans l'espace. Alors ça, c'est ce qui se passe au niveau macroscopique du cerveau. Maintenant, il y a d'autres choses qu'on peut voir avec d'autres outils d'imagerie. Et je vais vous parler notamment d'un outil qui s'appelle la tomographie par émission de positons, qui permet de voir le métabolisme du cerveau. Alors le métabolisme du cerveau, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la capacité du cerveau à utiliser du sucre, des glucides, pour fonctionner. Donc pour bien fonctionner, notre cerveau utilise du sucre, et c'est son énergie en fait. Et en fait, sur ce genre d'image, ce que vous voyez, c'est le cerveau en train de consommer son sucre. Donc quand c'est rouge, c'est un cerveau qui consomme beaucoup de sucre, ou du sucre de façon normale. Donc le cerveau, c'est un organe qui est un très gros consommateur de sucre. Et quand c'est vert ou bleu, c'est une région du cerveau dans laquelle il n'y a pas de consommation de sucre, donc pas de consommation d'énergie. Et donc là, ici, vous voyez la différence qui est frappante entre le cerveau d'un individu normal et d'un individu Alzheimer. Vous voyez qu'il n'y a plus du tout de consommation d'énergie par le cerveau. Donc le cerveau ne fonctionne plus et forcément ne consomme plus d'énergie. Alors, avant de continuer sur la maladie d'Alzheimer, je vais revenir un peu sur un autre niveau qui est celui du phénomène, de la recherche de médicaments. Comment est-ce qu'on fait pour rechercher un médicament? C'est un mécanisme, il y a des processus en fait, de recherche de médicaments qui sont extrêmement complexes, et je veux passer un peu de temps pour vous les expliquer, pour que vous compreniez bien que les choses prennent du temps et que tout n'est pas simple. J'ai un collaborateur qui a beaucoup travaillé dans l'industrie pharmaceutique, et en fait, il a toujours une image pour expliquer la mise en place, le fonctionnement d'un médicament. Il utilise toujours l'exemple de l'Airbus 380. C'est un magnifique avion qui a coûté énormément d'argent pour le développer. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que
le développement d'un médicament en général coûte beaucoup plus cher que la fabrication d'un tel avion. La découverte d'un médicament, donc avant que le médicament arrive sur le marché, c'est plus de 16 ans de recherche, c'est plus d'1 milliard d'euros d'investissement, c'est plus de 3000 patients chez qui on a testé le médicament. Donc c'est vraiment des choses qui sont considérables en termes d'investissement pour les personnes et pour les industriels qui développent un médicament. Alors quelles sont les différentes étapes de développement d'un médicament ? Donc, ce que je représente en fait ici, donc sur cette échelle qui est une échelle de temps, donc qui va du haut vers le bas, c'est les différentes étapes de développement du médicament. Quand on se dit on va commencer à développer un médicament contre la maladie d'Alzheimer, on commence par déjà identifier des cibles. Donc, je vais vous expliquer tout à l'heure ce que c'est qu'une cible. Et on va essayer de trouver des médicaments qui vont être capables d'aller modifier cette cible. Donc il y a une phase de recherche de médicaments, je dirais très en amont, qui dure environ 2 ans. À ce stade-là, on va tester entre 5000 et 500 000 candidats médicaments. Donc parmi ces 5000 et 500 000 candidats médicaments, donc il y en a qui vont être éliminés, il y en a qui vont être optimisés, donc il faut encore considérer 2 ans pour pouvoir optimiser un candidat médicament. Donc ça, en général, ce genre d'étape, ça se passe pas du tout chez l'homme, ça se passe même pas tellement chez l'animal, ça se passe dans des boîtes de pétri, ça se passe sur des tests qui sont très éloignés, je dirais, d'un individu humain. Ensuite, on va passer sur une phase de test où le médicament va être testé in vitro ou sur l'animal, donc ça va durer environ 1 ou 2 ans. Et là, de ces 500 000 médicaments, il n'y a plus que 30 médicaments qui ont été retenus, donc les 30 qu'on considère être les meilleurs. Donc il y a déjà énormément de médicaments qui ont été éliminés, ou qui n'iront jamais jusqu'à ce niveau-là. Ensuite, après avoir fait des tests chez l'animal, il va y avoir des tests. On va commencer uniquement les études chez l'homme. Donc à partir de ces 30 médicaments, il y en a 10 qui vont passer chez l'homme. Et chez l'homme, les étapes de développement, ça dure environ 6 à 8 ans. Et il y a 3 phases de développement du médicament chez l'homme, qu'on appelle des phases 1, phase 2 et phase 3. Donc ce sont des phases de validation successives du médicament pour arriver donc à partir de 10 médicaments qui sont en phase 1 jusqu'à finalement un seul médicament qui passera sur le marché. Donc vous voyez qu'en fait c'est une très longue chaîne de développement qui dure plus de 10 ans. On parle de 500 000 médicaments et on arrive à un médicament quand on a de la chance. Quand on a de la chance, parce que vous voyez ce graphe en fait représente le pourcentage de succès de mise sur le marché d'un médicament, enfin des médicaments qui ont été au niveau de cette phase 1. C'est-à-dire la première fois que une fois que le médicament arrive chez l'homme, donc sur ces 10 médicaments sur les 500 000, finalement combien il y a de médicaments qui sont parmi ces 10 qui vont vraiment arriver sur le marché. Alors il y a des domaines de recherche qui sont plus efficaces que d'autres. Par exemple, dans le cardiovasculaire, quand on commence chez l'homme, il y a 20% de chances pour que le médicament arrive vraiment sur le marché et puisse être utilisé en médecine courante de ville. Si vous regardez ce qui se passe dans le système nerveux central, donc dans le cerveau, on est environ à 8%. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où il y a un médicament qui est arrivé chez l'homme pour la première fois, il y a seulement 8% de ces médicaments qui vont aller jusqu'à la pharmacie. Donc c'est vraiment très, très faible. Et donc je vais vous expliquer, essayer de vous expliquer pourquoi et qu'est-ce qui se passe. Alors, après ce constat quand même un peu négatif, donc je vais revenir quand même sur un constat un petit peu positif. Ce que représente en fait ce graphe, donc chaque point représente un médicament qui est testé contre la maladie d'Alzheimer. Donc ça c'est des données qui datent de 2010, donc qui sont assez récentes. La façon dont il faut lire ce graphe, c'est que plus on est vers le centre du graphe, plus on est proche de l'homme. Donc en fait, ceux qui sont dans cette phase ici, au centre, sont les médicaments qui sont disponibles sur le marché. Donc on peut prescrire aux individus qui ont la maladie d'Alzheimer aujourd'hui. Et plus on est vers l'extérieur, plus ce sont des médicaments qui sont loin du marché. Donc actuellement, il y a quand même pas mal de médicaments qui sont dans la dernière phase avant de passer chez l'homme. Encore faut-il qu'ils réussissent à passer chez l'homme.
Alors, quelles sont les stratégies de découverte de thérapie? Comment est-ce qu'on fait pour découvrir une thérapie contre une maladie? Alors, ce que je vais vous dire, c'est vrai pour toutes les maladies. C'est la maladie Alzheimer, mais c'est vrai aussi sur la sclérose en plaques, sur des maladies type cancer. La maladie, en fait, il faut essayer d'imaginer ça comme un processus qui est évolutif et qui évolue vers le devenir clinique, je dirais, terminal de l'individu. Alors, selon la gravité de la maladie, ce devenir clinique peut être différent. Donc, dans la maladie Alzheimer, ça peut être des altérations cognitives, ça peut être la mort. Donc, en fait, quand on essaye de soigner une personne contre une maladie, ce qu'on essaye de faire, c'est de modifier ce devenir clinique. Ce qu'on veut, quand on veut traiter une personne contre la maladie d'Alzheimer, c'est faire en sorte qu'il y ait une réduction des troubles cognitifs de l'individu. Le reste, ça n'a pas tellement d'importance. Si on arrive à soigner les lésions qui sont à l'intérieur du cerveau, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que le devenir clinique soit amélioré. C'est très difficile, en fait, d'arriver directement à traiter le devenir clinique. Alors, évidemment, quand on prend une thérapie, donc l'idée c'est qu'on va mettre une thérapie qui va intervenir quelque part sur le décours de cette maladie pour changer ce devenir clinique. Alors, il y a eu quelques exemples historiques et je vais juste vous présenter un exemple historique de cas où finalement on a, sans passer par des processus de recherche extrêmement élaborés, on a donné directement des médicaments à des individus et puis en fait on a pu traiter une pathologie qui pouvait être une pathologie grave où on l'a traité partiellement. Alors, un exemple, c'est l'exemple des phénomènes de douleur ou de sommeil. Alors, je ne dis pas qu'on traite complètement les phénomènes de douleur aujourd'hui, mais bon, il y a quelques traitements qui existent. Et en fait, il y a eu des approches empiriques dans le passé qui ont permis de traiter quelques maladies. Et donc, par exemple, dans le cas des phénomènes de douleur ou de problèmes de sommeil, ça fait très longtemps qu'on sait que des médicaments à base d'opium ou de morphine sont capables de modifier les phénomènes de douleur. Donc là, pour développer de façon poussée ces médicaments, finalement, on est passé directement à partir de tests chez l'homme. Mais en fait, pour la plupart des maladies, et dont la maladie d'Alzheimer, on ne peut plus fonctionner comme ça. Ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que tous les médicaments qu'on pouvait trouver en passant directement chez l'homme, ont déjà été découverts. Donc on ne peut plus découvrir des médicaments sur ce mode de fonctionnement. Pour découvrir des médicaments, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est essayer de décortiquer la maladie en ce qu'on appelle les endophénotypes. Alors les endophénotypes, c'est un terme un peu compliqué, mais en fait, ça représente ce qui se passe à l'intérieur d'un individu, donc ce qu'on ne voit pas forcément quand on regarde l'individu qui a la maladie. Donc par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, c'est le fait qu'il y ait une atrophie du cerveau, c'est le fait qu'il y ait une diminution du métabolisme du cerveau. Donc tout ce qui se passe à l'intérieur de l'individu, mais qu'on ne voit pas de façon évidente à l'extérieur. Donc on peut essayer plutôt que de regarder directement le devenir clinique, on peut essayer de regarder des endophénotypes. Donc je vais y revenir. Donc on peut les regarder avec des marqueurs de la maladie, donc des marqueurs lésionnels, j'y reviendrai tout à l'heure, ou des biomarqueurs, donc tels que l'imagerie par résonance magnétique nucléaire ou la tomographie par émission de positons pour regarder le métabolisme, donc ces images de métabolisme que je vous ai montrées. Et surtout, ce qui est important, c'est d'essayer de déterminer ce qu'on appelle des cibles. Donc une cible, qu'est-ce que c'est? En fait, une cible, c'est un élément qui a un rôle important dans le décours de la maladie, et c'est un élément qu'on espère pouvoir modifier pour modifier le décours de la maladie. Et donc en fait, pour pouvoir identifier des cibles, ce qui est important, c'est de pouvoir bien comprendre la maladie. Et pour beaucoup de maladies, on a encore des problèmes de compréhension des mécanismes fins associés à la maladie. Donc en gros, la recette pour découvrir des traitements contre la maladie actuellement, c'est de mieux comprendre la maladie, d'identifier des cibles thérapeutiques, de découvrir des traitements qui vont modifier ces cibles thérapeutiques, de vérifier l'efficacité de ces traitements, peut-être dans un premier temps chez des modèles animaux, et ensuite de valider ces traitements chez l'homme. Alors comment est-ce qu'on fait pour rechercher des cibles? Alors, il y a plusieurs stratégies, mais je vais vous donner des idées générales sur les stratégies de recherche de cibles de maladies. En général, quand on recherche une cible, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille à partir de données qui viennent de chez l'homme.
Et donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer de bien décrire les lésions de la maladie et d'évaluer l'origine de ces lésions. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'essayer de comprendre s'il y a des formes génétiques de la maladie et d'essayer de déterminer les gènes qui sont importants pour l'origine de la maladie. Donc on peut essayer d'écrire aussi des facteurs épidémiologiques de la maladie. Ça veut dire des facteurs qui viennent de notre vie, qui vont faire qu'on a plus de risques en fait, de développer la maladie. Donc ça permet de comprendre en fait, ce qui fait qu'on va développer la maladie. Donc par exemple pour l'athérosclérose, on sait que si vous mangez trop de gras, vous avez plus de chances de développer des plaques d'athérome et éventuellement de faire un accident vasculaire derrière. Donc ça vient de données épidémiologiques. On s'est rendu compte que les gens qui mangeaient beaucoup ou trop ou mal développaient des accidents vasculaires. C'est un cas relativement simple comparativement à ce qu'on peut chercher pour la maladie d'Alzheimer. On essaye de décrire les protéines qui sont modifiées dans la maladie d'Alzheimer. Donc, il y a actuellement dans le champ de la recherche ce qu'on appelle les omics, c'est-à-dire les transcriptomiques ou protéomiques, c'est-à-dire quelles sont les protéines qui sont modifiées quand on développe une maladie d'Alzheimer. Et en fait, à partir de tout ça, on essaye d'élaborer des hypothèses qui permettent d'expliquer le fonctionnement de la maladie. Et sur la base de ces hypothèses, on essaye de déterminer des cibles qui peuvent être ensuite modifiées par un médicament. Donc je vais essayer de vous expliquer ces stratégies de recherche de cibles pour la maladie d'Alzheimer. Vous expliquer quelques éléments de ces recherches de cibles. Alors, on va commencer par cette partie, donc la partie description des lésions de la maladie et l'évaluation de leur origine. Alors, quelles sont les lésions microscopiques de la maladie d'Alzheimer? En fait, dans la maladie d'Alzheimer, tout individu qui développe la maladie d'Alzheimer a toujours deux lésions qui sont présentes dans son cerveau. La première lésion, c'est ce qu'on appelle les plaques amyloïdes. Donc là, ce que vous avez ici, c'est une image qui est faite en microscopie. Donc en fait, on a pris des échantillons de cerveau d'un individu qui avait la maladie d'Alzheimer. On a coloré ce cerveau avec des méthodes un peu particulières. Et quand on colore le cerveau avec des méthodes un peu particulières, on arrive à voir ces zones ici qui sont marron, que vous voyez ici, qui sont ce qu'on appelle les plaques amyloïdes ou plaques séniles. Ces plaques, en fait, elles sont constituées donc d'une protéine qui est anormale, qui s'appelle la protéine amyloïde. On dit bêta-4 aussi, c'est un nom un peu plus compliqué. Ces lésions se trouvent à l'extérieur des neurones. Donc vous pouvez imaginer le cerveau comme en fait, des neurones qui sont interconnectés les uns avec les autres. Et à l'extérieur de ces neurones, il y a des amas de protéines amyloïdes ou de peptides amyloïdes. Donc on trouve toujours ça dans le cerveau d'une personne Alzheimer. Et on trouve toujours une autre lésion qu'on appelle les dégénérescences neurofibrillaires. Donc ici vous avez sur ces différentes images des illustrations de dégénérescence neurofibrillaire en train d'apparaître. Ce sont des lésions donc, qui sont ici en marron, qui se trouvent à l'intérieur des neurones. Donc ces cellules qui sont les cellules du cerveau se remplissent en fait avec un produit qui s'appelle en fait une protéine tau qui est anormale, elle est phosphorylée de façon anormale, et en fait elle va venir remplir les neurones, et vous voyez ici un neurone qui est complètement rempli avec cette protéine tau anormale, et c'est ce qu'on appelle la dégénérescence neurofibrillaire. Ça, on retrouve ça toujours dans le cerveau des personnes qui ont maladie d'Alzheimer, et ça tue les neurones aussi. C'est un processus qui va tuer le neurone. Donc, je vais vous décrire un peu plus ces différentes lésions. Donc, oui, alors, quand on a un diagnostic de certitude de maladie d'Alzheimer, quand un individu présente ces deux lésions. Donc, je vais commencer par vous décrire les plaques amyloïdes de façon un peu plus en détail et vous donner quelques éléments de réflexion autour de ces plaques amyloïdes. Alors, la pathologie amyloïde, c'est une pathologie qui est assez, je dirais, curieuse parce qu'en fait, elle colonise très rapidement l'ensemble du cerveau. Donc en fait, il y a 3 stades d'évolution de la pathologie amyloïde, mais assez rapidement, une personne qui a la maladie d'Alzheimer va se retrouver avec son cerveau qui est complètement colonisé, c'est-à-dire, et en plus quasiment à tous les niveaux du cerveau,
par cette pathologie amyloïde. Donc ce qui est représenté en fait ici, ce sont les régions du cerveau dans lesquelles il y a des plaques amyloïdes. Alors, d'où vient cet amyloïde? Cet amyloïde vient d'une protéine. Donc, en fait, ce que vous voyez ici, c'est l'extérieur d'un neurone, donc l'extérieur d'une cellule. Ici, vous avez la membrane qui permet de faire une séparation entre l'extérieur ici de la cellule et l'intérieur de la cellule. Et à l'intérieur de cette membrane, il y a une protéine qui s'appelle l'APP. C'est une protéine qui est précurseur de l'amyloïde. Tous les individus, tout le monde, on a de l'APP à l'intérieur de nos neurones. Donc c'est tout à fait normal d'avoir de l'APP à l'intérieur de nos neurones. Ce qui se passe en fait, c'est que au cours de notre vie, cette APP est coupée par des enzymes. Et en fait, le fait que cet amyloïde, ce précurseur d'amyloïde soit coupé, ça libère en fait une structure qui est en fait représentée en jaune ici, qui est le peptide amyloïde. Donc en fait, à partir de notre organisme, on a tous de l'APP dans nos neurones, on a des enzymes qui vont venir couper cette APP et qui vont libérer l'amyloïde à l'intérieur de notre cerveau. Cet amyloïde qui a été coupé, il va se retrouver dans un état qui est instable, et il va avoir tendance à s'agréger. Et en fait, cette agrégation de l'amyloïde qui a été coupée va créer ce qu'on appelle la plaque amyloïde, donc la plaque sénile, qui est la lésion de la maladie d'Alzheimer. Donc, encore une fois, ce qui est important de réaliser, c'est que chaque individu, tout le monde a de l'APP dans son cerveau, dans ses neurones. Chaque individu a des coupures de l'APP par des enzymes, donc ça nous arrive à tous. Mais par contre, ce qui ne nous arrive pas à tous, ou en tout cas en quantité importante, c'est qu'il y a une agrégation importante des peptides amyloïdes qui sont associés ensuite à la maladie d'Alzheimer. Alors, une grande découverte récente dans la maladie d'Alzheimer, c'est la capacité de faire de l'imagerie de l'amyloïde. C'est très récent en fait. Ce que vous voyez ici, c'est un produit qui a été mis sur le marché, donc autorisé pour l'homme. Actuellement, c'est utilisé dans des processus de recherche, donc ce n'est pas utilisé pour la population générale parce qu'il n'y en a probablement pas assez. C'est des méthodes en fait, qui permettent de visualiser l'amyloïde dans le cerveau d'un individu normal, dans un individu éveillé. Donc en fait, l'idée, c'est une technique d'imagerie qui permet de visualiser l'amyloïde dans le cerveau des personnes. Alors vous avez ici un exemple d'une personne qui a la maladie d'Alzheimer. Vous voyez, en fait, à chaque fois que c'est rouge, c'est qu'il y a de l'amyloïde dans son cerveau. Donc cette personne a été fait un examen d'imagerie médicale, donc ça s'appelle la tomographie par émission de positons, et on voit l'amyloïde dans son cerveau. Vous avez ici le cerveau d'une personne normale, donc qui n'a pas l'Alzheimer, et donc vous voyez qu'il n'y a pas d'amyloïde dans son cerveau. Cette découverte a été majeure et sera majeure dans le champ parce que ça veut dire qu'en fait on va pouvoir suivre l'évolution de la pathologie et des thérapies en direct dans le cerveau des individus. J'y reviendrai tout à l'heure. Cette découverte a été aussi majeure parce qu'elle a permis de découvrir que finalement, dans les gens qui se considèrent comme normales, vous, moi, il y a des gens qui ont beaucoup déjà d'amyloïdes dans leur cerveau. Donc on revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait c'est une pathologie qui commence probablement 12 ans avant le début des signes cliniques. La deuxième lésion de la maladie d'Alzheimer, donc les dégénérescences neurofibrillaires, donc constituées de protéines tau phosphorylées. Alors, cette deuxième lésion, elle est tout aussi intéressante que l'amyloïde pour plusieurs raisons, mais au moins deux raisons. C'est qu'en fait, l'atrophie cérébrale, donc la diminution de la taille du cerveau, est corrélée avec l'apparition de ces dégénérescences neurofibrillaires. Donc plus on a de dégénérescence neurofibrillaire dans notre cerveau, plus notre cerveau est atrophié. Ce qui laisse supposer qu'il y a quand même un lien entre ces lésions et la perte des neurones du cerveau. Un deuxième élément qui est important, c'est que ces lésions
l'importance de ces lésions sont corrélées aussi avec l'importance des troubles cognitifs des individus. Donc plus on a de dégénérescence néofibulaire, plus on a de troubles cognitifs. Ce n'est pas tout à fait vrai pour l'amyloïde. On peut avoir beaucoup d'amyloïdes dans son cerveau, mais pas avoir beaucoup de troubles cognitifs très nets encore. Alors, un autre élément qui est assez intéressant pour les dégénérescences néofibulaires, tout à l'heure pour l'amyloïde, je vous ai dit que très rapidement, quand on a de l'amyloïde dans son cerveau, l'ensemble de notre cerveau est colonisé par l'amyloïde. Pour la dégénérescence néofibulaire, ça ne se passe pas de la même façon. En fait, il y a une colonisation progressive du cerveau par ces lésions de dégénérescence néofibulaire. En général, donc là ici ce que vous avez représenté, c'est le cerveau d'un individu. Donc là vous avez une vue à droite du cerveau. Donc là ici vous avez l'avant du cerveau, l'arrière du cerveau, et donc le côté temporal du cerveau. Et là en fait vous avez une vue du cerveau par le centre, c'est-à-dire en fait vous imaginez qu'on a coupé le cerveau en deux, et vous regardez en fait l'intérieur du cerveau qui a été tranché en deux. La lésion, en fait, l'apparition des lésions commence dans cette région, donc qui est au niveau de la tranche centrale du cerveau, donc on appelle le cortex transentorhinal. Ensuite, la lésion va coloniser le cortex entorhinal, donc une région qui est juste à côté. Elle va ensuite toucher l'hippocampe, donc vous vous rappelez, l'hippocampe, cette région du cerveau qui s'atrophie fortement quand on a la maladie d'Alzheimer. Et ensuite, elle va continuer à gagner le cerveau. Donc elle touche ici complètement le lobe temporal, donc toute la partie externe du cerveau qu'on trouve à ce niveau-là. À ce stade-là, les personnes sont encore à peu près normales. Elles commencent un peu à avoir des signes de perte de mémoire, mais c'est plutôt du genre tiens, j'ai oublié quelque chose, ça me paraît bizarre, j'oublie un peu plus qu'avant, mais globalement, je m'en sors bien dans ma vie de tous les jours. Donc c'est plutôt une plainte amnésique en fait. Et ensuite, donc, ça va continuer à progresser. Donc, vous voyez aussi que la densité des lésions augmente de plus en plus. Et quand on arrive à ce stade-là, il commence à y avoir vraiment des troubles cognitifs qui deviennent assez importants. Ensuite, la lésion continue de coloniser le cerveau. Donc l'avant, et maintenant, ça part vers l'arrière du cerveau. Et là, il y a vraiment une démence qui commence à être marquée. C'est-à-dire là, vraiment, ça commence à être visible, très visible par l'extérieur et très sensible, en fait, avec des gènes vraiment dans la vie de tous les jours. Et puis finalement, donc, l'ensemble du cerveau va être colonisé. Donc ici, on n'est pas encore à l'ensemble du cerveau, mais on est déjà à un niveau de démence. Puis finalement, quand l'ensemble du cerveau est touché, on est dans un cas de démence vraiment très, très marqué. Et donc finalement, là, quand vraiment tout le cerveau est touché, c'est vraiment la démence sévère et les stades assez finaux de la maladie. Alors qu'est-ce que c'est que ces dégénérescences néofibulaires qui colonisent comme ça le cerveau et qu'est-ce que c'est que cette protéine Tau qui constitue en fait la dégénérescence néofibulaire? Alors Tau, en fait, c'est un terme qui vient de l'anglais qui veut dire Tubulin Associated Unit. Alors il faut savoir qu'en fait, nos neurones, ce sont des cellules qui sont extrêmement longues et qui ont besoin en fait de transporter un tas d'éléments pour aller du début de la cellule jusqu'à la fin de la cellule. Et donc en fait, il faut imaginer ces neurones comme des structures, vous pouvez imaginer ça un peu comme un pays, dans lequel, enfin le cerveau comme un pays ou le neurone comme un pays, dans lequel il y a besoin de transporter des marchandises. Et donc en fait, un moyen de transporter des marchandises, c'est de créer des rails qui permettent en fait d'accrocher des marchandises dessus et de les faire se déplacer. Cette protéine Tau, en fait, elle sert à structurer les éléments du cerveau qui servent en fait à transporter les marchandises ou à transporter ce qui doit être transporté dans le cerveau. Vous pouvez imaginer en fait que ce qui sert à transporter les marchandises dans le cerveau, ce sont les rails, et que cette protéine Tau, ce sont les éléments en bois qui servent en fait à maintenir les rails de façon stable. Et donc vous imaginez que si ces structures en fait en bois deviennent altérées, les rails ne vont plus être droites, ils ne vont plus pouvoir fonctionner normalement, et donc il ne va plus y avoir de transport en fait, des éléments à l'intérieur du cerveau. Et en fait, c'est exactement ce qui se produit dans la maladie d'Alzheimer, et en plus que les rails ne sont plus fonctionnels, ces éléments en bois
qui servent à tenir les rails vont avoir tendance à s'agréger les uns avec les autres. Donc en plus de ça, ça va créer des bouchons sur les rails qui en plus ne sont plus fonctionnels. Donc en fait, ce qui se passe dans la maladie d'Alzheimer, c'est que les neurones, les cellules du cerveau, ne permettent plus de transporter en fait, ce qui doit être transporté à l'intérieur. Donc en fait, ces protéines tau vont faire en sorte que ces rails ne s'agrègent plus. Donc ces microtubules, en fait, le vrai terme pour parler de ces rails du cerveau, ce sont les microtubules. Ils deviennent instables, donc ces rails deviennent instables. Il y a des accumulations d'agrégats de protéines tau, donc il y a des accumulations d'éléments qui servent en fait à soutenir les rails. Et donc en fait tout ça, ça va faire que le neurone n'a plus d'énergie parce qu'en fait il n'y a plus rien qui circule à l'intérieur et en plus il se bouche et donc il dégénère. Alors maintenant on va essayer de continuer. Alors vous avez déjà un peu compris que quand on parle de cibles de maladie d'Alzheimer, il y a forcément deux cibles importantes par rapport à ce que je vous ai montré qui sont les dégénérescences néofibrillaires, donc ces protéines tau, et l'amyloïde. On imagine forcément qu'on va essayer de traiter ces éléments-là. Quels sont les facteurs de risque en fait, et les facteurs déterminants de la maladie d'Alzheimer? Alors maintenant, on va venir en fait, à d'autres processus d'identification de cibles de la maladie et on va en venir aux facteurs de risque génétiques. Alors quand on regarde la maladie d'Alzheimer, en gros, on peut discerner deux grandes formes de maladie d'Alzheimer, les formes précoces et les formes tardives. Les formes précoces, c'est par définition relativement rare. C'est la personne qui va développer la maladie d'Alzheimer à 25 ans. Il y a des personnes qui développent une maladie d'Alzheimer à 25 ans. C'est très rare, mais ça arrive. Les formes tardives, c'est des personnes qui vont développer la maladie d'Alzheimer plus tard, donc à partir de 65-70 ans. Dans ces formes précoces de maladie d'Alzheimer, ce sont des individus qui ont des mutations sur des gènes qui vont faire en sorte qu'ils vont développer avec certitude une maladie d'Alzheimer de façon très précoce. Alors ça peut être 25 ans, ça peut être 35, ça peut être 45 ans, enfin c'est toujours assez jeune. En fait, il y a trois gènes qui sont connus comme étant associés à la maladie d'Alzheimer. C'est le gène de l'APP, donc vous vous rappelez cet APP, cet élément qu'on a tous dans le cerveau qui est coupé pour devenir de l'amyloïde. Il y a des personnes qui ont des mutations sur cet APP, et donc cet APP va être processé de façon anormale et il va s'agréger beaucoup plus vite qu'il ne devrait, et donc ça va amener l'Alzheimer. Il y a d'autres gènes qui sont qu'on appelle PS1 et PS2. PS, ça veut dire préséniline, donc c'est la préséniline 1 et préséniline 2. Et en fait, cette préséniline 1 et préséniline 2 sont des éléments qui interviennent dans le métabolisme de l'APP. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on a ces individus donc, qui représentent que 1% des patients, donc vraiment pas beaucoup de patients, ont des altérations du métabolisme de l'amyloïde. Et en fait, ces altérations du métabolisme de l'amyloïde induisent la maladie d'Alzheimer. Donc ça veut dire que l'amyloïde a un rôle important dans le devenir de la maladie d'Alzheimer. Alors il y a d'autres gènes qui existent plutôt dans les formes tardives, mais je ne vais pas tellement en parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on comprend maintenant des cascades de progression qui mènent vers la maladie d'Alzheimer? Alors, un schéma qui est très reproduit dans la communauté des personnes qui travaillent sur la maladie d'Alzheimer, c'est en fait ce schéma-là. Alors, il peut être en partie inexact, mais c'est quand même un modèle qui est très très utilisé pour expliquer la recherche de médicaments dans l'Alzheimer. Ce que vous avez en fait ici, c'est une échelle de temps. Vous avez ici une échelle qui représente le niveau cognitif des personnes. Donc, pendant 10 ans, les personnes sont normales d'un point de vue cognitif. Ensuite, elles ont des altérations cognitives mineures, c'est-à-dire un début de plainte mnésique, puis finalement la maladie d'Alzheimer. Et en fait, ce qui est représenté ici, c'est l'intensité des lésions dans le cerveau. Et ce qu'on pense qui se produit aujourd'hui, c'est que l'amyloïde apparaît en premier dans le cerveau des patients qui développent la maladie d'Alzheimer. Ensuite, il y a la pathologie tau qui apparaît, donc les dégénérescences néofibrillaires, qui mènent à l'atrophie cérébrale et qui mènent ensuite à la démence. Donc si on regarde la charge en lésions dans le cerveau des patients, il y a un moment où les personnes n'ont que de l'amyloïde dans le cerveau,
Ensuite, elles ont de l'amyloïde et de la pathologie tau. Ensuite, elles ont de la pathologie tau, de l'amyloïde et une atrophie et une démence qui se surrajoute. L'idée de tout ça, c'est qu'en fait, actuellement, l'hypothèse majeure pour expliquer la maladie d'Alzheimer est ce qu'on appelle l'hypothèse de la cascade amyloïde. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hypothèse de la cascade amyloïde ? L'hypothèse de la cascade amyloïde, ça dit que c'est l'amyloïde qui est à l'origine de la maladie d'Alzheimer. Alors, il y a des énormes débats autour de cette cascade amyloïde et je ne vais pas rentrer dans ces débats aujourd'hui. Mais ça a été, en tout cas, l'hypothèse de recherche prédominante depuis les 20 dernières années dans la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Ce que dit cette cascade, donc, c'est qu'à partir de l'APP, donc, il y a un clivage de l'APP pour obtenir de l'amyloïde qui est au début sous forme soluble, qui va s'agréger pour devenir les plaques amyloïdes. Cette amyloïde va ensuite entraîner l'apparition d'une pathologie tau ou l'accélération d'une pathologie tau dans le cerveau, qui va entraîner la dégénérescence du cerveau, l'hypométabolisme, l'atrophie du cerveau et la démence. Donc sur cette base-là, on imagine que c'est important d'essayer de traiter l'amyloïde de façon précoce. Alors, je vais rajouter quelque chose en fait, sur la stratégie de recherche de cibles pour parler un peu de l'atteinte des neurotransmetteurs dans la maladie d'Alzheimer. Alors, qu'est-ce que c'est que ces neurotransmetteurs ? Je vous ai dit en fait que les neurones, c'est un réseau que le cerveau, c'est un réseau de neurones qui sont interconnectés les uns avec les autres et qui ont besoin de s'échanger des informations. Pour s'échanger en fait des informations, les neurones en fait, ils ont un processus de fonctionnement, c'est qu'en fait, ils vont libérer des substances chimiques au niveau de la synapse. Donc la synapse, c'est l'élément de communication entre deux neurones. Et donc en fait, c'est cette substance chimique qui est libérée entre les neurones est ce qu'on appelle les neurotransmetteurs. Donc en fait, ils permettent à l'influx nerveux de circuler d'un neurone à l'autre. Et donc ça permet au réseau intégré de neurones de bien fonctionner. Alors il y a beaucoup de neurotransmetteurs dans le cerveau. Alors ils ont tous des noms plus ou moins compliqués, plutôt plus que moins d'ailleurs. Donc par exemple, il y a des neurotransmetteurs à base de dopamine, très impliqués par exemple dans la maladie de Parkinson. Des neurotransmetteurs à base de sérotonine, des neurotransmetteurs à base, qui reposent sur l'acétylcholine. Et en fait, dans la maladie d'Alzheimer, c'est les neurotransmetteurs, les neurones qui fonctionnent sur l'acétylcholine qui sont touchés en priorité, ou majoritairement. Et donc en fait, du fait de cette atteinte prioritaire des neurones à base d'acétylcholine, donc à base d'une substance chimique qui s'appelle l'acétylcholine, on a développé des médicaments qui cherchaient en fait à modifier ou à augmenter la quantité d'acétylcholine dans le cerveau. Donc je vais vous en parler rapidement par la suite. Donc finalement, si on revient sur cette stratégie de découverte de thérapie, finalement les cibles majoritaires qui ont été identifiées sur la base de la découverte ou de la connaissance de la maladie, c'est la cible amyloïde, donc se dire on va essayer de faire quelque chose pour modifier la quantité d'amyloïde dans le cerveau. C'est les cibles tau, donc on va essayer de faire quelque chose pour modifier l'apparition de tau dans le cerveau. C'est les neurotransmetteurs, donc on va essayer de faire quelque chose pour modifier les altérations de neurotransmetteurs qui se produisent au cours de la maladie d'Alzheimer. Alors, on va arriver maintenant à des concepts de traitement de la maladie d'Alzheimer et qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qu'on essaye de faire pour traiter la maladie d'Alzheimer. Les thérapies actuelles de la maladie d'Alzheimer fonctionnent majoritairement, uniquement, sur la base de la modulation des neurotransmetteurs. Donc, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de créer des molécules qui vont permettre d'augmenter la quantité de neurotransmetteurs dans le cerveau. Donc, on sait qu'il y a une altération des neurotransmetteurs. Donc, la plupart des molécules sont des molécules qui vont inhiber, en fait, une molécule qui détruit naturellement les neurotransmetteurs pour augmenter le niveau de neurotransmetteurs dans le cerveau. Et en fait, quand on donne ces médicaments à une personne qui a la maladie d'Alzheimer, voilà ce qui se passe. Donc ici, ce que vous voyez sur ce graphe, c'est l'effet du traitement
contre la maladie chez des individus. Donc ici, sur ce graphe ici, vous avez une échelle qui représente le niveau de cognition de l'individu, c'est-à-dire en fait, plus l'échelle est vers le haut, plus la personne a un fonctionnement cognitif qui est efficace, plus l'échelle est vers le bas, plus le fonctionnement cognitif de la personne est altéré. Vous avez ici un cas donc ça, ce sont des personnes qui ont été poolées, donc ça représente plusieurs individus. Vous avez ici le cas d'une personne, ou deux personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, qui ont été traitées avec un placebo, donc c'est-à-dire un traitement qui ne fait rien du tout. Et vous voyez qu'en fait, au cours du temps, il y a une diminution des capacités cognitives des individus. Maintenant, si vous donnez le traitement, donc ces modificateurs des neurotransmetteurs, à ces individus qui développent la maladie d'Alzheimer, vous voyez qu'en fait, vous arrivez à stabiliser le niveau cognitif de ces personnes. Donc ça veut dire qu'en fait, avec ces traitements-là, on stabilise au moins pendant 24 mois, donc 24 mois, ce n'est pas très long, le niveau cognitif de ces personnes. Par contre, ce qu'on pense, c'est qu'on ne modifie pas le décours de la maladie. En fait, on bloque les symptômes de la maladie pendant un peu de temps, mais comme la maladie continue d'évoluer à l'intérieur de l'organisme, il y a un moment, on n'arrive plus à bloquer, et donc la maladie reprend en fait son cours. Vous voyez d'ailleurs que quand on arrête le traitement de ces individus qui ont été traités, ils reviennent finalement au même stade que s'ils n'avaient pas été traités. Donc en fait, ça veut bien dire qu'on ne modifie pas le décours de la maladie. Donc ça, c'est les traitements actuels qui sont donnés aux personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Au jour d'aujourd'hui, il n'existe pas sur le marché de médicaments qui permet de modifier le décours de la maladie. Alors comment est-ce qu'on fait pour essayer de découvrir ces traitements ? Je vais vous parler d'une thérapie d'un groupe de thérapies qui sont les thérapies anti-amyloïdes. Alors les thérapies anti-amyloïdes, ce sont en fait des thérapies qui cherchent en fait à réduire la quantité d'amyloïdes dans le cerveau des individus. Donc je vous ai dit, l'amyloïde, c'est central à la pathologie Alzheimer. L'amyloïde apparaît très longtemps avant le début de la maladie d'Alzheimer. Ça semble avoir un rôle qui est majeur. Donc sur cette base-là, beaucoup de chercheurs et d'industriels se sont dit on va développer des maladies anti-amyloïdes. Alors comment est-ce qu'on fait pour essayer de comprendre des thérapies anti-amyloïdes ? D'abord, on travaille sur des modèles animaux. Alors qu'est-ce que c'est que des modèles animaux de la maladie d'Alzheimer et qu'est-ce qu'une souris qui a la maladie d'Alzheimer, avec des guillemets. Je vous ai dit que chez l'homme, il y a des formes génétiques de maladie d'Alzheimer qui sont basées sur des mutations des gènes tels que l'APP, la préséniline 1, la préséniline 2. Ces gènes, en fait, on est capable de les extraire et de les administrer à des souris et de créer des animaux qu'on appelle transgéniques, c'est-à-dire en fait, ils vont exprimer des gènes de la maladie d'Alzheimer. Vous avez une souris ici qui est une souris qui a le gène de l'APP et le gène de la préséniline 1 muté. Donc ça veut dire qu'en fait, pour vous donner une idée, un individu humain qui aurait ces deux gènes mutés, ça n'existe pas. Et si ça existait, c'est une personne qui aurait la maladie d'Alzheimer aux alentours de 10 ans, 15 ans. Donc quelque chose d'extrêmement agressif en termes de pathologie. Vous avez ici le cerveau d'une souris qui a ces gènes. Et vous voyez en fait ici tous ces petits points rouges qu'on voit dans le cerveau de cette souris, ce sont les plaques amyloïdes. Donc c'est une souris qui développe beaucoup de plaques amyloïdes dans son cerveau au cours de son vieillissement. Alors moi dans mon laboratoire, une de nos spécialités c'est de faire de l'imagerie des plaques amyloïdes et donc en fait on fait de l'imagerie par RMN des plaques amyloïdes, donc sur des animaux qui sont anesthésiés. Et donc on fait des images et ensuite les animaux repartent vivre leur vie de souris. Et en fait, vous voyez sur les images qu'on peut faire, les petits points noirs ici que vous voyez, ce sont les plaques amyloïdes. Et vous voyez que sur les souris qui vieillissent, la densité en fait, de plaques amyloïdes augmente avec l'âge de ces souris. Donc vous voyez en fait l'augmentation de la pathologie avec l'âge chez ces souris. Alors, une des thérapies les plus en vogue, ou qui a été les plus en vogue contre la maladie d'Alzheimer, ça a été ce qu'on appelle l'immunothérapie
contre la maladie d'Alzheimer. Alors qu'est-ce que c'est que ce terme d'immunothérapie? Qu'est-ce que c'est que cette immunothérapie? L'idée, en fait, c'est de vacciner les gens contre la maladie d'Alzheimer. Quand on vaccine une personne contre la grippe, ce qu'on essaye de faire, c'est d'administrer aux individus un virus de la grippe qui a été transformé pour ne pas être très toxique. Et en fait, le corps de l'individu va développer une réaction immunitaire pour pouvoir lutter contre le virus de la grippe quand il rencontrera le vrai virus de la grippe, qui est celui qui cause la maladie. Donc c'est un processus de vaccination. Dans la maladie d'Alzheimer, on s'est dit qu'on allait vacciner les individus contre leur propre amyloïde. L'idée, en fait, c'est de prendre de l'amyloïde, de le modifier pour qu'il ne soit pas toxique, de l'injecter ou de l'administrer en fait, à des personnes et de faire en sorte qu'il y ait une réaction immunitaire de l'organisme pour éliminer l'amyloïde du corps des individus. Alors, la première découverte, la première publication de ce mécanisme, de l'efficacité de ce mécanisme est assez récente. En fait, elle date des années 2000. C'est la première présentation en fait, de ce résultat. Vous avez ici le cerveau d'une souris Alzheimer qui présente des dépôts d'amyloïdes, ici. Et ici, le cerveau d'une souris qui a été traité avec un vaccin anti-amyloïde. Et vous voyez qu'on a réussi à supprimer du cerveau de cette souris Alzheimer l'amyloïde de ce cerveau. On est dans les années 2000, donc c'est très bien, ça a été un immense espoir de traiter la maladie d'Alzheimer. En plus, ces souris, on arrivait à améliorer leurs troubles cognitifs. Donc une souris Alzheimer, elle a tendance à avoir des troubles de mémoire. On arrivait à améliorer un peu les troubles de mémoire de ces souris, donc c'était très bien. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on traite ces souris? Donc ça, c'est des travaux qu'on a réalisés dans mon groupe. On arrive en fait à finalement, donc ici vous avez le taux d'anticorps, donc d'éléments du sang qui vont lutter contre l'amyloïde. Ici vous avez la quantité d'amyloïde qui passe dans le sang. Donc ce qu'on montre, c'est que quand on vaccine les animaux, on crée des éléments qui vont aller s'attaquer à l'amyloïde et l'amyloïde est éliminé en partie par le sang. Donc il y a une partie de l'amyloïde qui va sortir en fait du cerveau et donc ça explique, enfin c'est une des explications pour laquelle l'amyloïde sort du cerveau. Ici, vous avez la même chose sur des souris Alzheimer, mais qui sont suivies cette fois-ci en imagerie par résonance magnétique nucléaire. Vous avez ici des souris relativement jeunes, à 5 mois et demi, donc elles ont un petit peu d'amyloïde dans leur cerveau. Quand on les traite contre la maladie d'Alzheimer, des souris qui sont des souris contrôle ont une augmentation importante de l'amyloïde dans leur cerveau. Des souris qui sont des souris traitées par immunothérapie ont une augmentation qui est un peu plus faible que celle des souris Alzheimer. Donc là, vous remarquerez que quand on commence à traiter des souris qui ont déjà des lésions d'Alzheimer, on n'arrive pas complètement à supprimer ces lésions. On arrive juste à réduire un peu la charge en lésions. Mais bon, c'est quand même déjà pas mal. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe chez l'homme? Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de la tomographie par émission de positons qui permettait de suivre les lésions de la maladie d'Alzheimer dans le cerveau des personnes. Vous vous rappelez, quand c'est rouge, il y a des lésions amyloïdes, quand c'est vert, il n'y a pas de lésions amyloïdes. Ces immunothérapies contre la maladie d'Alzheimer, en fait, elles ont été utilisées chez l'homme. Donc il y a déjà eu des essais de phase 2 et de phase 3. Donc c'est les dernières étapes en fait, de développement du médicament chez l'homme. Ce que vous voyez en fait ici, c'est le cerveau d'individus qui ont été traités soit avec un placebo, ici, ou de cerveaux qui ont été traités avec une immunothérapie. Vous avez ici une échelle de temps donc, qui va de 0 à 78 semaines. Vous voyez que dans le cerveau des personnes qui ont été traitées par immunothérapie anti-Alzheimer, il y a une diminution de la quantité d'amyloïdes dans le cerveau. Donc cette thérapie semble être efficace pour réduire la quantité d'amyloïdes dans le cerveau des patients humains. Bonne nouvelle. Quand on regarde ce qui se passe dans le cerveau des individus
patients humains qui ont été traités avec ces immunothérapies, comme pour les souris, donc dans un certain nombre de cas, pas dans tous les cas, mais dans un certain nombre de cas, vous voyez qu'en fait, on a réussi à complètement nettoyer le cerveau de l'amyloïde. Donc ça veut dire qu'en fait, on est capable de supprimer l'amyloïde du cerveau des individus. Le problème, qui est le problème majeur qui s'est posé, c'est que malgré le fait qu'on arrive à supprimer l'amyloïde du cerveau de ces personnes, on n'a pas vu d'amélioration clinique et on n'a pas vu d'amélioration dans le décours de la maladie. Cette personne, en fait, a terminé sa vie avec un score cognitif de 0. C'est ce score dont je vous ai parlé au début. Quand on est normal, on est à 30. Quand on est complètement dégradé, on est à 0. Donc ça veut dire qu'en fait, malgré le fait qu'on est capable de supprimer l'amyloïde du cerveau des patients, on n'arrive pas en fait à supprimer les troubles cognitifs. Et on revient à ce que je vous ai dit tout au début, ce qui nous importe, ce n'est pas tellement de nettoyer le cerveau de l'amyloïde, ce qui nous importe, c'est de soigner les gens. Et donc en fait, actuellement, donc là, c'est là où on en est aujourd'hui, ces essais d'immunothérapie ont été, enfin les derniers essais en cours qui étaient en phase 3 ont été arrêtés parce qu'en fait, ils n'étaient pas efficaces. Alors il y a encore des essais en cours, hein, et peut-être que les essais en cours vont être efficaces parce qu'ils ont un mode de fonctionnement un peu différent, mais en tout cas ceux qui ont été testés et qui ont été jusqu'au bout de la phase 3 ont été arrêtés l'année passée. Alors où on en est maintenant de la réflexion en fait, qu'on peut avoir autour de cette immunothérapie. Alors il y a deux explications pour essayer de comprendre pourquoi en fait on n'a pas ces thérapies ne sont pas efficaces. Alors il y a plusieurs explications possibles. Il y a deux explications principales. La première explication, c'est que les patients ont été traités trop tard. Quand les personnes qui ont été traitées dans les essais thérapeutiques actuels ont été inclus dans ces essais thérapeutiques, c'était des personnes qui avaient déjà une maladie Alzheimer clinique. Ça veut dire qu'en fait, ils avaient déjà beaucoup de lésions qui étaient présentes dans leur cerveau. Donc, rappelez-vous, je vous ai dit que la maladie Alzheimer commence au moins 12 ans avant le début de la maladie. Donc ça, c'est une première explication. Je vais y revenir un peu par la suite. Et la deuxième explication, c'est que finalement, la cible qu'on a regardée n'est pas la bonne, n'est pas une cible, n'est pas la meilleure, ou peut-être qu'il faut associer d'autres traitements à cette cible-là. Donc peut-être que la cible amyloïde est peut-être une des cibles, mais peut-être que l'autre cible est la tauopathie. Donc je ne rentrerai pas trop dans la tauopathie aujourd'hui, mais voilà, c'est une autre explication possible. Et évidemment, il y a beaucoup de personnes qui travaillent aussi sur la recherche de médicaments dans les tauopathies. Alors, cette hypothèse de peut-être que les patients ont été traités trop tard, donc on revient sur ce qui se passe chez les souris. Donc les souris, on arrive à nettoyer leur cerveau. Les individus humains, on nettoie aussi leur cerveau d'amyloïdes. Ils n'ont pas d'amélioration cognitive. En fait, ce qui se passe quand on regarde le cerveau de ces personnes qui ont la maladie Alzheimer et qui ont été traitées, on retrouve la pathologie tau dans le cerveau de ces personnes qui ont été traitées. Donc ce qu'on fait en fait avec ces immunothérapies, c'est qu'en fait on nettoie l'amyloïde, mais la pathologie tau continue à évoluer. Donc l'idée actuelle, c'est que l'amyloïde sert en fait à enclencher une pathologie tau, mais qu'une fois que cette pathologie tau est enclenchée, même si on supprime l'amyloïde, la pathologie tau continue à évoluer par elle-même. Et donc elle n'a plus vraiment besoin d'amyloïde pour continuer à évoluer. Alors comment est-ce qu'on peut tester cette hypothèse-là? Alors bon, il y a plein de façons de tester cette hypothèse-là, mais je vais vous parler de la façon qui est, je dirais, la plus marquante en fait, en termes de tests, qui est en fait les nouvelles approches de thérapie contre la maladie Alzheimer. Et je vais vous parler en particulier d'une étude. Alors, il y a 3 ou 4 études comme ça actuellement au niveau mondial. Cette étude, elle s'appelle DIAN, c'est une étude américaine. DIAN, ça veut dire Dominantly Inherited Alzheimer Network. En fait, l'idée, c'est de travailler sur des personnes qui ont des mutations génétiques et qui vont développer, on le sait, la maladie Alzheimer. Dans cette étude-là, en fait, ils ont pris 160 personnes qui sont porteuses de mutations qui vont les amener à développer la maladie Alzheimer. Elles ne peuvent pas y échapper, elles vont avoir la maladie Alzheimer. C'est des individus qui vont développer une maladie Alzheimer entre 30 et 50 ans.
l'idée, en fait, c'est de se dire, on essaye de traiter ces gens très longtemps avant qu'ils développent la maladie Alzheimer. En fait, on essaye de traiter ces personnes-là 10 à 15 ans avant le début supposé de la maladie chez ces personnes-là. Et donc, en fait, ces personnes-là vont être traitées pendant 2 ans. Et donc, on aura la réponse en 2015. Donc, c'est une étude qui a commencé au début de l'année 2013. Et donc, finalement, on saura en 2015 si le fait de traiter à des stades très précoces de la maladie Alzheimer, c'est une stratégie qui peut être importante. Si cette stratégie est efficace, on peut s'orienter vers un modèle de traitement de la maladie où finalement on vaccinerait les personnes contre la maladie Alzheimer comme on vaccine les gens contre la grippe, très longtemps en avance. Alors évidemment, autour de ce genre de stratégie, il y a beaucoup de questions qui se posent et on y travaille aussi dans mon groupe sur des effets secondaires des vaccins. Évidemment, si on traite tout le monde très en amont, il faut être certain que les vaccins n'aient pas d'effets secondaires. Donc il y a beaucoup de travaux aussi dans lesquels je ne rentre pas aujourd'hui autour des aspects de sécurité en fait, de ce genre de traitement. Le deuxième élément, donc, c'est de se dire que peut-être que la cible amyloïde n'est pas la bonne cible. Et en fait, je voulais terminer sur ce graphe donc, qui vous montre quand même qu'il y a beaucoup d'essais thérapeutiques en cours. Et notamment, environ 50% des essais thérapeutiques qui sont réalisés sont des essais qui ne touchent pas à l'amyloïde, donc qui touchent à d'autres cibles, notamment les cibles qui vont aller essayer de modifier la deuxième lésion de la maladie Alzheimer, qui est la tauopathie. Voilà, donc en fait, j'ai essayé de vous présenter de façon, de vous montrer le grand schéma de la recherche contre la maladie Alzheimer. Donc, essayer de partir de la description des lésions de la maladie, donc amyloïde, tau, d'essayer de vous expliquer que, en fait, la recherche pharmaceutique, c'est un processus qui est long. Il y a beaucoup d'étapes, en fait, et c'est un processus qui est long et qui coûte cher. Et de vous montrer, peut-être qu'il y a eu des échecs, mais qu'il y a aussi des avancées, en fait, parce qu'à chaque fois qu'il y a un échec, c'est toujours en fait, une meilleure connaissance de la maladie qui apparaît. C'est-à-dire, par exemple, on avait du mal à anticiper que finalement, on était capable de supprimer les lésions, mais que le fait de supprimer ces lésions ne modifierait pas de façon massive en fait, le devenir cognitif des individus. Et de vous montrer aussi qu'il y a beaucoup d'autres pistes en fait, qui sont explorées et que c'est une recherche qui est en cours et qui continue d'avancer. Voilà, donc je voudrais vous remercier pour votre attention et puis donc je vous dire que donc, le laboratoire où on travaille s'appelle Myrcène, donc il se trouve à Fontenay-aux-Rosses. C'est un laboratoire du CEA associé au CNRS et c'est un laboratoire qui essaye de trouver des nouvelles thérapies contre la maladie Alzheimer et de tester ces thérapies. Et notamment, on a un rôle de transfert en fait, des thérapies depuis des étapes précliniques, donc sur les modèles animaux jusqu'à l'homme. Et je vous remercie pour votre attention et je serai très heureux de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Denain. Donc, j'ai vu que vous aviez mis Association France Alzheimer, c'est peut-être pour que les gens se tournent vers cette association. Donc, y a-t-il des questions? Oui, là-bas au bout. Oh, voilà. Des médicaments, mais vous n'avez pas parlé de certains médicaments qu'il a, dont Ebixa et Exelon qui va sortir en 12, d'après le professeur Touchon. On attend donc l'Exelon qui est en 9 et c'est des patchs ouais. pour notre cas. Et donc et aussi quelque chose que le professeur Touchon nous a parlé, un médicament pour le diabète qu'ils attendent de l'autorisation pour le donner aux malades d'Alzheimer. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui et non. C'est pas votre laboratoire peut-être. Non, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, moi, je me situe au niveau de la recherche. Donc, c'est-à-dire, moi, je suis un chercheur fondamental qui ne suis pas un clinicien de la maladie d'Alzheimer. Et donc, en fait, je me sens pas très autorisé pour commenter en fait sur les choix thérapeutiques et sur
sur les nouveaux médicaments. Donc je pense que dans ce Parce que cadre... moi, Aricept, mon mari ne connaît pas. Il n'a jamais eu Aricept. Alors pourquoi? Parce qu'il est jeune? Parce que c'est une démence mixte? Ouais, Plus qu'un Alzheimer? Oui, en fait, donc les médicaments ont des indications différentes en fonction du stade de la maladie Alzheimer, en fonction du niveau de réponse en fait, des individus par rapport à un médicament donné. Et puis il faut voir, comme vous le soulignez, qu'il y a des évolutions en fait, dans les médicaments et qu'on sort des médicaments qui sont toujours de plus en plus efficaces. Et donc en fait, ça justifie que tout le monde ne soit pas... Donc il y a 4 médicaments actuellement, enfin 4 grandes familles de médicaments qui existent, qui sont commercialisés. Et donc en fait, ça justifie que tous les patients ne reçoivent pas tous les 4 médicaments en fait. Donc après c'est un choix qui est celui du clinicien sur lequel je ne peux pas commenter. Merci. Je vous en prie. Oui, bonsoir. Merci pour votre présentation. Moi, j'avais juste une petite question. Donc, imaginons qu'effectivement l'amyloïde soit un des facteurs et que arrêter les plaques amyloïdes puisse arrêter la maladie. Est-ce qu'il existe d'autres techniques de détection autres que l'IRM pour pouvoir identifier précocement la présence d'amyloïdes et de ces plaques amyloïdes pour pouvoir les traiter dès le début des symptômes? Enfin, pas des symptômes, mais précliniques, justement. Oui. Alors, je vais vous dire où on en est aujourd'hui et puis je vais vous dire où on espère qu'on en sera demain. Aujourd'hui, en fait, il y a 2 grandes méthodes pour détecter les plaques amyloïdes. Donc c'est la tomographie par émission de positons, donc qui est une méthode où on va injecter un élément radiomarqué à une personne. On va faire une image de son cerveau et on va voir donc son cerveau avec du rouge s'il y a de l'amyloïde dedans et avec du vert s'il n'y a pas d'amyloïde dedans. Donc ça, c'est la méthode de visualisation directe des plaques amyloïdes. La deuxième méthode qui peut être utilisée aujourd'hui en clinique pour voir si un individu a de l'amyloïde dans son cerveau ou la maladie Alzheimer, c'est de faire un prélèvement de liquide céphalorachidien. Donc un prélèvement de liquide céphalorachidien, c'est relativement simple à effectuer. Donc c'est une ponction lombaire qui est faite donc au niveau du bas du dos. Donc on prélève le liquide céphalorachidien et on est capable, à partir de mesures d'éléments qui se trouvent dans le liquide céphalorachidien, de voir s'il y a beaucoup d'amyloïde dans le cerveau. Alors, de façon assez contre-intuitive, quand il y a beaucoup d'amyloïdes dans le cerveau, il y a moins d'amyloïdes dans le liquide céphalorachidien. Voilà, là c'est là où on en est actuellement. Alors, les espoirs pour le futur, donc, tout d'abord un espoir dans lequel je suis personnellement fortement impliqué, c'est d'essayer d'utiliser l'imagerie par résonance magnétique nucléaire pour essayer de détecter la maladie Alzheimer. Donc il y a des recherches en cours dans le domaine, mais qui ne sont pas encore utilisables en routine chez l'homme. Et le deuxième espoir, je dirais, qui serait vraiment l'élément déterminant majeur, ce serait d'être capable de déterminer la maladie Alzheimer à partir de prélèvements sanguins. Parce que là, on arrive sur un test qui serait peu cher et utilisable à très grande échelle. Et il y a un énorme pan de recherche sur le diagnostic de la maladie Alzheimer, ou en tout cas des éléments qui poussent vers le diagnostic de maladie Alzheimer sur la base de prélèvements sanguins. Une autre question? Oui. Oui, bonsoir. Il y a un point que je n'ai pas trop compris. Donc on parle d'amyloïde, mais sous forme de monomère, et après sous forme d'agrégat. Oui. Sous forme de monomère, tout le monde l'a, je veux dire. Et est-ce que c'est, à un moment donné, une augmentation de la concentration de ces monomères qui provoque l'agrégation? Et après, donc, c'est ça qu'il faut essayer d'éliminer. Et quand on élimine, est-ce que on élimine aussi les monomères ou que les plaques et les fibrilles? Voilà. Et est-ce qu'on comprend le phénomène d'agrégation, en fin de compte? Est-ce que c'est lié à une activité chimique aussi autour qui est différente? Changement de concentration d'ions, ou je ne sais pas, voilà. Ouais. Ouais, c'est vraiment une excellente question parce que c'est vraiment le centre actuel des recherches sur la maladie d'Alzheimer. Alors, c'est un élément qui est très sensible en fait. Alors, un individu va commencer à développer des monomères, donc les monomères et des oligomères, donc c'est-à-dire plusieurs monomères qui se mettent entre eux. Ce sont des formes qui sont solubles. Donc déjà, ce sont des formes qui se déplacent dans le cerveau de façon très, très rapide, qui sont très instables et qui sont en plus des formes extrêmement toxiques. Donc c'est des formes qui vont beaucoup attaquer les neurones. Ce qu'on pense aujourd'hui, ou en tout cas il y a beaucoup de personnes qui pensent, que dans l'hypothèse amyloïde, ce qui est vraiment le plus toxique, c'est les monomères et les oligomères qui se déplacent, qui se baladent dans le cerveau.
Alors après, pourquoi on a des monomères dans le cerveau et des oligomères, et pourquoi on arrive à en avoir en quantité importante? Alors, il y a plusieurs hypothèses, et notamment une hypothèse qui est assez... voilà. Alors quand on parle de cas, peut-être de personnes qui ont des formes génétiques de maladie Alzheimer, en fait, elles sécrètent en énorme quantité des oligomères, et en fait, elles arrivent à un niveau de concentration qui fait que, finalement, ces oligomères vont être tellement concentrés qu'ils vont commencer à s'agréger et à faire des plaques amyloïdes. Donc ça, c'est, je dirais, des cas qui sont probablement des cas très rares où il y a une hypersécrétion de monomères et d'oligomères qui s'agrègent. Dans les autres cas, en fait, pourquoi est-ce que ça s'agrège? On ne sait pas très bien, mais il y a une hypothèse sur laquelle je travaille personnellement, qui est l'hypothèse prion de la maladie Alzheimer, dans le sens prion comme les maladies à prion, les maladies de type Creutzfeldt-Jakob, maladie de la vache folle, qui fait que finalement, à un moment donné, à partir de ces oligomères qui sont dans le cerveau, il va y avoir un changement de conformation qui va se produire, et ce changement de conformation va faire en sorte qu'il va y avoir un processus de réaction en chaîne qui va faire que tous les oligomères qui sont aux alentours vont commencer à s'agréger. Et en fait, ça pourrait être un des mécanismes d'apparition des formes agrégées ou de plus d'oligomères dans le cerveau des individus. Donc ça veut dire qu'en fait, on sécrète tous des monomères et des oligomères en quantité, je dirais, relativement normale, qui ne sont peut-être pas toxiques. Et à un moment donné, il se passe quelque chose, changement de conformation, et il va y avoir des oligomères qui vont commencer à arriver en quantité plus importante que ce qui devrait se produire. Et les derniers éléments de réponse à ça, c'est que finalement, il y a des publications assez récentes qui suggèrent qu'il y aura un processus à double effet qui se produirait, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a de l'amyloïde agrégé à l'intérieur de notre cerveau, cet amyloïde agrégé va attirer les formes monomériques qui sont aux alentours du cerveau. Et toutes ces formes monomériques qui sont attirées par les formes agrégées d'amyloïdes vont se retrouver en concentration très importante au niveau des plaques amyloïdes. Et comme elles sont en concentration importante, elles vont commencer à faire des oligomères et donc à créer des formes toxiques. Donc c'est-à-dire, donc si on veut essayer de résumer un peu la situation, c'est qu'en fait, on aurait une sécrétion de formes monomériques ou oligomériques qui seraient à peu près normales, pas très importantes. À un moment donné, on crée des plaques amyloïdes en quantité plus importante, et le fait de commencer à créer ces plaques amyloïdes vont faire en sorte qu'on va créer encore plus de plaques amyloïdes et d'oligomères qui sont en fait les éléments toxiques. Et donc il y a un processus comme ça d'accélération qui se mettrait en place. Et un autre élément qui est important de souligner, c'est qu'en fait on imagine ces plaques amyloïdes comme quelque chose de statique. On a tous cette vision de se dire on a ces amas qui sont dans le cerveau et bon, une fois que c'est là, ça ne bouge plus. En fait c'est faux, c'est probablement quelque chose qui est extrêmement mobile. Et la quantité d'amyloïdes qu'on a dans notre cerveau, en fait, elle fluctue même au niveau de la journée. Donc en fait, au niveau d'une journée, en fait, on a notre amyloïde soluble qui bouge dans le cerveau, quoi. Donc il y a des modifications qui se produisent. Donc ils sont évidemment extrêmement complexes à comprendre, et vous comprenez pourquoi en fait on a du mal à trouver la maladie. Est-ce que vous travaillez avec des psychiatres pour voir quel est le lien entre effectivement ce qui se passe dans le cerveau et le comportement quotidien? Qu'est-ce qui fait qu'un déclic à un moment donné? Je pense qu'il y a des travaux depuis quelques années avec les psychiatres. Oui, alors en fait, les psychiatres, psychiatres, psychologues, neurologues, en fait, ils sont plus au niveau en amont par rapport à l'endroit où moi je me situe dans cette chaîne de recherche. Donc ce sont des gens qui, évidemment, la maladie Alzheimer est une maladie clinique de l'homme qui entraîne des troubles cognitifs, et donc en fait il y a énormément de psychiatres, psychologues et neurologues qui travaillent sur la maladie, et en fait il y a beaucoup de ces chercheurs qui en fait étudient de façon très précise la relation qu'il peut y avoir entre les troubles cognitifs, l'atrophie cérébrale. Donc par exemple, c'est eux qui ont montré que l'atrophie cérébrale est fortement liée à l'apparition des troubles cognitifs, les troubles cognitifs et les dépôts d'amyloïdes qu'on peut maintenant visualiser avec l'imagerie, et donc tous les événements de la vie qui peuvent faire qu'il y a des modifications en fait, des troubles
cognitive. Donc oui, il y a un énorme champ de recherche qui est réalisé par ces médecins. Ouais. J'aurais voulu connaître le mode d'administration pour les immunothérapies. C'est purement sanguin ou comment ça se passe? En fait, il y a plusieurs modes d'administration. Donc il y a des il y a différents niveaux, mais nous, quand on travaille sur l'animal, si on fait des immunothérapies, on les injecte en intrapéritonéal, c'est l'équivalent d'une intraveineuse. Chez l'homme, je crois que ce sont des administrations intraveineuses qui sont réalisées, mais je ne m'avancerai pas trop sur le mode d'administration chez l'homme, mais je pense que c'est plutôt intraveineux qui est réalisé. Est-ce qu'on sait s'il y a un lien direct entre les plaques amyloïdes et l'apparition d'agrégats de tau? Alors, c'est une question qui est extrêmement complexe en fait. On pense qu'il y a un lien, effectivement, qu'il y a une relation en fait, entre amyloïde et tau. On pense que c'est l'amyloïde qui a tendance à accélérer en fait, la pathologie tau. Donc en gros, l'idée, si on veut représenter les choses un peu différemment, et je ne vous en ai pas parlé pour peut-être simplifier les choses, au cours du vieillissement, une pathologie tau, on va tous aussi en développer une. À partir de 70 ans, tout le monde a un peu de tauopathie dans son cerveau. Et en fait, ce qu'on pense, c'est que l'amyloïde accélère en fait, l'apparition de tau et va faire en sorte que ça va coloniser plus rapidement le cerveau. Donc il y a une relation en fait, entre amyloïde et tau, mais par contre, aujourd'hui, personne ne connaît la nature exacte de cette relation. Donc on ne sait pas du tout pourquoi, en fait, quel est vraiment l'élément déterminant de relation. Alors, on a des connaissances sur des points assez ponctuels, donc il y a des personnes qui vont dire c'est tel élément de mécanisme qui intervient, mais en fait on ne sait jamais si c'est vraiment l'élément déterminant qui se produit dans le cerveau d'un individu. Si vous voulez bien passer C'est plutôt une question pratique. Je rejoins madame là-bas. Est-ce que vous parlez donc, disons, d'un cas donc, de 850 000 cas de ces maladies-là. Est-ce qu'il y a des statistiques ou des connaissances sur le mode de la vie, façon de vivre, qui provoque, disons, ces maladies-là? Ça veut dire alcoolisme, fumeur, cerveau, etc. Ouais. Alors en fait, il y a des études épidémiologiques qui essayent de déterminer des éléments qui sont des facteurs de risque en fait, d'apparition de maladies Alzheimer. Alors parmi les facteurs de risque qui poussent en fait qui augmentent en fait le risque de développer la maladie Alzheimer, donc il y a plusieurs éléments. Donc en général, tout ce qui est, je dirais, globalement ressenti comme étant mauvais pour la santé, ça a tendance à accélérer le risque de développer une maladie Alzheimer. Alors parmi ces critères, donc pour être un peu plus précis, on peut citer l'hypercholestérolémie, donc avoir des taux de cholestérol trop élevés, donc un niveau d'alimentation une alimentation qui est déséquilibrée. Des éléments tels que des diabètes ont été associés à un plus fort risque d'avoir la maladie Alzheimer, donc de développer des pathologies type diabétique, semble-t-il, augmente le risque de développer la maladie Alzheimer. Alors après, on peut parler des éléments qui protègent de la maladie Alzheimer, donc les éléments qui sont connus pour protéger, donc tout ça sur la base d'études épidémiologiques, c'est-à-dire sur des études sur des grandes populations. Le fait d'avoir une activité physique régulière protège de la maladie Alzheimer. Le fait de jardiner, semble-t-il, protège de la maladie Alzheimer, pour des raisons qu'on a du mal à expliquer. Le fait d'avoir un cursus ou un niveau d'études plus élevé, supérieur, semble protéger aussi de la maladie Alzheimer. Qu'est-ce qu'on peut... Alors évidemment, il y a toujours le concept de sexe en fait par rapport à la maladie Alzheimer. Donc en fait, quand on est une femme, on a plus de risques en fait de développer la maladie Alzheimer que quand on est un homme. Voilà. Donc en fait, il y a quand même des éléments en fait qui
qui semblent protégés de la maladie d'Alzheimer. En gros, l'idée, c'est que quand même, pour simplifier, c'est que plus on a un mode de vie qui semble être sain par rapport aux critères de bonne santé, moins on a de chances de développer la maladie d'Alzheimer. Les problèmes cardiovasculaires sont majeurs aussi. Oui, mais les facteurs vasculaires sont importants par rapport à la maladie d'Alzheimer, tout à fait. Ouais. Et ils sont donc aussi, il y a le facteur vasculaire, et puis le facteur vasculaire aussi est lié aux problèmes de cholestérol, etc. Allez, 2 dernières questions, une là, une là-bas. Quelqu'un qui cumulerait un crânio-pharyngiome plus une atteinte temporale par AVP, ça augmenterait considérablement les risques? Plus on a plus on augmente en fait les atteintes sur le cerveau, plus on a des risques de développer des maladies d'Alzheimer. Il y a un facteur de risque de maladie d'Alzheimer aussi, qui est le facteur le traumatisme crânien. Le traumatisme crânien est un vrai facteur de risque de maladie d'Alzheimer. Des personnes qui ont eu des traumatismes crâniens graves dans leur vie ont plus de risques de développer une maladie d'Alzheimer. Bonsoir. Certaines formes de maladies sont d'origine génétique, avez-vous dit. Est-ce qu'il y a un risque héréditaire à ce moment-là? Oui. Alors, la génétique de la maladie d'Alzheimer, c'est un élément aussi de recherche qui est très très actif. Alors, il faut discerner 2 types de risques en fait dans la maladie d'Alzheimer. Et là, on touche aussi à un élément qui est très très récent, mais qui est très important. Il y a les formes génétiques mendéliennes monogéniques, c'est-à-dire en gros l'idée c'est que si on a ce gène, si on est en possession de ce gène, on va développer une maladie d'Alzheimer si on vit suffisamment longtemps. L'idée c'est que par exemple si on a une mutation, certains types de mutations sur l'APP par exemple, ou sur les présénilines qui sont des mutations encore plus graves, avant l'âge de 70 ans, on aura eu une maladie d'Alzheimer. Donc ça, ce sont des facteurs génétiques qui sont des facteurs déterminants. Après, il y a des facteurs génétiques qui sont des facteurs génétiques dits de susceptibilité. Alors un facteur de susceptibilité, c'est un gène qu'on peut avoir qui va augmenter notre risque d'avoir la maladie d'Alzheimer, mais qui ne va pas faire qu'on va avoir obligatoirement la maladie d'Alzheimer. C'est un facteur de risque. C'est un peu la même chose que, pour simplifier quand même, mais c'est un peu ça quand même. C'est la personne qui fume. En fait, c'est un facteur de risque de développer un cancer, mais tous les fumeurs ne développent pas de cancer. On entend toujours parler de personnes qui ont été jusqu'à 100 ans, qui fumaient beaucoup et qui n'ont jamais développé de cancer. Donc c'est un peu la même chose, c'est des facteurs de susceptibilité qui augmentent notre risque en fait, de développer la maladie d'Alzheimer, mais on ne va pas forcément développer si on a ce facteur de susceptibilité. Et il y a donc dans le génome d'un individu, il y a plusieurs facteurs de susceptibilité qui existent. Donc si on n'a pas de chance à la naissance, on peut additionner en fait plusieurs facteurs de susceptibilité et donc arriver à un moment donné à un seuil qui va faire que qu'on va déclencher cette maladie. Et je vais aussi continuer sur ce concept de facteur de susceptibilité et additionner en fait ce facteur de susceptibilité avec des facteurs de vie qui sont aussi des facteurs de risque. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir un peu moins de facteurs de susceptibilité, mais avoir un mode de vie qui est plus un mode de vie à risque, donc pas faire de sport, avoir peut-être fait un peu moins d'études, avoir eu des traumatismes crâniens, et en fait l'addition en fait, de tout ça va faire qu'on va développer en fait, la maladie. On peut également avoir, comme pour les autres maladies génétiques, des porteurs sains qui ne développeront pas, mais qui seront porteurs d'un gène défaillant, d'un demi-gène en fait. Il y a des demi-gènes. En fait, les facteurs, les facteurs APP et PS1 sont plutôt des facteurs qui sont dominants. Donc si on l'a, en fait, on va développer. Après, on peut avoir des demi-gènes, effectivement. Ouais. Et ce qui est compliqué, c'est que il y a beaucoup de personnes qui décèdent alors qu'ils sont
enfin en tout cas c'est ce qu'on pense, dans cette période de 12 ans, où ils ont peut-être déjà la maladie, mais en fait on ne sait pas si finalement ils l'auraient développé s'ils avaient vécu un peu plus longtemps, ou si finalement ils ne l'auraient pas développé. Donc depuis qu'il y a l'imagerie des plaques amyloïdes qui a été instaurée, maintenant on va avoir ces réponses qui vont nous dire finalement peut-être qu'il y a des gens qui ont le cerveau qui est plein d'amyloïdes et qui ne développeront jamais la maladie d'Alzheimer, peut-être parce qu'ils sont protégés. Mais ça, c'est des éléments de réponse qu'on aura dans les années à venir. Maintenant, il y a un dépistage par imagerie. Mais, encore une fois, ce que ça nous dit, c'est qu'on a de l'amyloïde dans le cerveau. On sait que quand on a l'amyloïde dans le cerveau, parmi la population des personnes qui ont de l'amyloïde dans le cerveau, il y en a plus qui développent une maladie d'Alzheimer que parmi la population qui n'ont pas d'amyloïde dans leur cerveau. Donc, en gros, c'est pas bon d'avoir de l'amyloïde dans son cerveau. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ont de l'amyloïde dans leur cerveau, mais qui ne vont jamais développer d'Alzheimer. Ça, pour l'instant, on ne sait pas. Il n'y a pas de cas reportés de personnes qui ont été pendant 15 ans ou 20 ans avec de l'amyloïde sans développer d'Alzheimer. Parce que la méthode de détection d'amyloïde est trop récente pour avoir ce genre de réponse. Bon, eh bien, on va remercier Marc Denain pour cette conférence qui était fort intéressante. Donc, les conférences des Amis du Visiatome font une pause estivale. La prochaine aura lieu le 12 septembre sur la sûreté des réacteurs nucléaires. Mais je vous signale 2 autres événements. D'abord, une soirée sur l'eau le 28 juin à partir de 18h30. Donc, une soirée avec une conférence, des ateliers, un spectacle dans le cadre de l'année internationale de l'eau. Et aussi, pour les parents, grands-parents, une conférence sur les métiers de la paléontologie par un paléontologue du Muséum d'histoire naturelle d'Aix-en-Provence. Ça aura lieu le 9 juillet à 16h. Et donc là, c'est pour les enfants. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui sont passionnés par cette science. Et donc, ce monsieur viendra leur expliquer comment est son métier. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances.